Bonjour à tous, bienvenue au podcast de Capital Central. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial avec moi, c'est Jonathan Gagnon. C'est un VP chez le cabinet de Orbis et d'ailleurs le cabinet que je viens de me joindre. Je suis très honoré qu'on m'ait sélectionné pour pouvoir devenir courtier dans sa division. Puis aujourd'hui, vous allez voir, Jonathan a une expérience quand même assez complète dans le domaine du commercial. Puis c'est quelqu'un qui est toujours sur son téléphone puis prêt à faire de la business. Je vous laisse découvrir ce beau personnage aujourd'hui. Well, wow, this is my third year being nominated. I really wasn't expecting to win, so it feels pretty great. I want to congratulate all the nominees. I want to thank the organization. I want to thank Teddy Kurz from Orbis Mortgage Group. And a special thanks to Kevin as well. Jonathan Gagnon, vice-président groupe hypothécaire Orbis, département commercial. Très content d'être ici avec toi, Patrick. Merci. Fait que Joe, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Bien écoute, je voulais te remercier de venir faire le podcast avec moi aujourd'hui. Évidemment, l'honneur est pour moi. Je me joins à vos rangs. Je me suis joint en fait il y a 2 jours là, parce qu'il y a l'examen d'AMF, tout ça. Mais écoute, pour les auditeurs puis tout ça, je voulais savoir comment tu t'es rendu où est-ce que tu es en ce moment? Écoute, c'est une bonne question. C'est une question qui va prendre quelques minutes à répondre. On a tout le temps. Premièrement, écoute, Patrick, je souhaite à dire bienvenue officiellement dans l'équipe, même si on l'était dit au téléphone et par courriel. Toujours très le fun. Je te dis, borderline, là, c'est vraiment un velours pour moi d'avoir des gens qui commencent à joindre à l'équipe de plus en plus. On est rendu plus qu'une vingtaine au commercial. Puis de voir aussi que c'est pas n'importe qui nous appelle, des gens comme toi avec plusieurs années d'expérience dans le domaine bancaire, des bons banquiers commerciaux. Donc moi, c'est un honneur carrément d'être en mesure d'être gestionnaire de cette belle équipe-là, puis je tenais à le dire. Alors pour ce qui est mon background, écoute, par où tu veux, jusqu'où tu veux reculer? Ben écoute, regarde, il y a des jeunes qui vont écouter le podcast, il y a des professionnels qui vont écouter le podcast, il y a des futurs emprunteurs et prêteurs qui vont écouter. Tu sais, tu peux commencer de quel genre de personne tu étais au secondaire, puis cheminement jusqu'à où est-ce que tu es aujourd'hui? Écoute, moi, mon ancienne vie que j'appelle, ça a été dans le sport. Ça a été ça que j'ai, je te dirais de 2 ans à 23, 24 ans, c'était le sport. J'étais dans le hockey. Donc, si tu veux parler du secondaire, j'ai été le premier groupe sport-études. Je ne sais pas si c'était au Québec, mais c'était l'école de Mortagne à Boucherville. C'est un projet pilote à l'époque, je crois. Puis c'est un projet qui existe encore toujours. Donc, on allait à l'école jusqu'à midi. On avait un cours de moins que le programme régulier. Et puis, on allait jouer au hockey après l'après-midi. Donc, c'était vraiment quelque chose une super expérience. C'est idéal pour les jeunes aussi qui ont beaucoup d'énergie. Exactement. Et puis, je me rappelle, tu sais, il y a des gens qui sont devenus des super vedettes. Je parle de quelqu'un qui était dans ma classe, Pierre-Luc Gagnon, qui est devenu un skateboarder, tu sais, reconnu au niveau international et dans les jeux vidéo, tout ça. Et des joueurs de hockey qui ont joué dans la Ligue nationale également. Donc, c'est un très beau programme. Puis comme tu dis, là, les jeunes qui ont de l'énergie, c'était bien adapté. Ensuite de ça, écoute, moi, je suis allé jouer au junior majeur à 16 ans à Val-d'Or. Donc, j'ai été repêché. Je suis passé de bantam à junior. J'ai joué au junior majeur de 16 à 19 ans. Et puis après ça, j'ai été repêché en Ligue nationale à Toronto à l'époque. Félicitations. Merci. Donc, écoute, je me suis promené dans les ligues mineures la plupart du temps. J'ai joué dans la Ligue américaine, c'était à Terre-Neuve à l'époque, qui était le club école de Toronto. Maintenant, ça a changé. Je ne sais pas pourquoi c'était à Terre-Neuve à l'époque. Maintenant, le club école est à Toronto, ce qui fait beaucoup plus de sens. Ouais. Mais bref, j'ai vraiment grandi dans le hockey, dans le sport d'équipe, dans la mentalité là, d'être compétitif, de ne pas vouloir finir deuxième. Et puis, comment je fais la traduction de ça vers le domaine bancaire? Moi, ma mère était directrice de banque pour la Banque nationale à l'époque. Ensuite de ça, elle s'est jointe à un cabinet de planification financière qui est le Group Investors. Elle était directrice de ce cabinet-là. Alors moi, j'ai fait mon cheminement aux États-Unis, puis j'ai été 8 ans là-bas.
Donc, Terre-Neuve, j'étais à Terre-Neuve aussi. Après ça, je me suis promené aux États-Unis là, dans des ligues mineures. Jusqu'à temps où je suis devant un petit peu un crossroad. Puis, tu sais, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais jouer en Europe ou je reviens au Québec. Et puis, dans ce temps-là, je suis un peu homesick. Puis l'Europe, ça me tentait pas d'aller là-bas, puis de gagner un bon salaire, d'avoir un gros train de vie, de revenir ici, pas plus ou moins d'éducation, pas de carrière, si tu veux. Parce que j'ai vu beaucoup de gens, beaucoup de joueurs de hockey, ils ont un train de vie quand même, ils roulent beaucoup, puis ils arrivent ici, puis ils se retrouvent devant pas grand-chose, où ils perdent tout leur argent parce qu'ils n'ont pas accumulé les connaissances nécessaires pour le monde des affaires, quoi que ce soit, parce qu'écoute, ça prend de l'expérience, ça prend des mentors. Donc, moi, j'ai décidé de rester ici. Et puis, c'est drôle parce que ma mère, à l'époque, elle m'a challengé. Je suis parti de la maison à 16 ans, il ne faut pas oublier. Donc, elle m'avait dit, écoute, Jonathan, tu ne seras jamais dans la vente, toi, tu es trop gêné. Fait que, tu sais, puis c'est vrai que j'étais extrêmement gêné à l'époque. Alors, pour le fun, je suis allé faire ce qu'on appelle un test d'aptitude avec le directeur du bureau chez Investors, qui rencontre des employés et font remplir des questions. Ça l'établit un profil psychologique, j'imagine, pour voir si tu es apte à faire ce travail-là ou non. Puis j'avais eu un super bon résultat. J'étais surpris. Et puis à l'époque, je me rappelle, je me suis joint au cabinet et puis j'ai fait mon cours de planification financière. OK. Et puis dans ce temps-là, c'est des gros cold calls dans le bottin. Ça fait 20 le fameux page jaune, la brique. Là. Puis je me rappelle, à l'époque, 3-4 appels, je suais. J'étais capable de prendre le nom. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Sortir de sa zone de confort, on en parle souvent. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Puis, écoute, j'ai été là quelques années, puis je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Puis ça a été une décision quand même assez difficile parce que moi, j'avais, tu sais, pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, mais comme planif, tu sais, j'aurais hérité de la clientèle de ma mère. Donc, j'aurais déjà eu un revenu avant même de commencer à travailler. Parce que tu as un revenu sur ta rétention d'actifs, donc ton actif sous gestion, nombre de placements, peu importe. Et puis, j'ai dit non à ça parce que, en toute transparence, c'était pas pour moi. Donc, j'ai laissé ça aller. Puis, c'est ça qu'il y a une déception du côté de ma mère parce qu'elle devait vendre sa clientèle à des étrangers. Et puis, c'était un peu un move, c'est bizarre parce que ça va un petit peu contre le courant parce que je connais pas grand monde qui n'aurait pas été content d'hériter d'une entreprise que tu fais peut-être dans les 6 chiffres avant de travailler. Mais moi, tu sais, souvent, puis tu sais, quand tu m'as posé ta question sur comment tu es arrivé là, plusieurs images qui viennent en tête, j'ai jamais vraiment choisi la facilité. Donc, comment je suis rentré dans l'hypothèque? J'avais une copine à l'époque, OK, qui m'avait dit, écoute, sa soeur travaillait pour la banque TD. Et puis, j'étais allé passer une entrevue pour être MS, qui est Mortgage Specialist, spécialiste hypothécaire. Puis, écoute, c'était drôle parce qu'à l'époque, mon gestionnaire m'avait écrit des courriels plein de fautes d'orthographe. C'était relax, c'était smooth. J'arrivais là, il avait les pieds sur sa chaise. Puis, tu sais, j'ai dit, you know what? Pourquoi pas? I like the vibe. Ouais. Puis, la première année, j'ai eu du succès tout de suite. Fait que, tu sais, je m'attendais pas à ça. Fait que c'est un petit peu par la banque que j'ai commencé à faire des prêts. Encore une fois, j'avais quand même un bon background en planification financière, donc j'étais connaissant les produits financiers. Mais bon, l'hypothèque à l'époque, reste que c'était quand même si j'ai appris très vite, c'est quand même quelque chose que je connaissais pas tant que ça. Alors, écoute, comme je te dis, j'ai eu du succès tout de suite la première année. J'ai eu la chance d'être parmi les meilleurs. Puis tu attribues ça à comment, ton succès? Écoute, le travail, tu sais, le fait, à l'époque, j'étais juste vraiment content d'avoir de la business, je suis tombé dans un milieu aussi où, tu sais, j'ai travaillé extrêmement fort, mais quand tu travailles fort, des fois, la chance est de ton côté. Fait que c'est un petit peu fait, tu sais, avec le travail, c'est un petit peu fait naturellement. Puis, tu crées ta chance. Exactement, mais j'étais toujours, tu sais, je me rappelle à cette époque-là, ma mentalité avait changé beaucoup dans le sens que, et puis c'est ça que j'essaie d'expliquer aux nouveaux aussi, il faut toujours que tu aies une période dans ta semaine ou dans ta journée pour faire du démarchage, pour faire de la prospection, pour aller chercher, pas nécessairement de la clientèle, mais des gens qui vont te référer des clients. Parce qu'à un moment donné, tu deviens occupé dans le business, right? Puis tu arrêtes de prospecter, tu arrêtes d'aller chercher du sang nouveau, des nouveaux clients, puis tu te réveilles et tu te retrouves devant une page blanche. Fait que tu sais, à cette époque-là, je l'avais vécu assez rapidement, puis tu sais, ça m'a toujours comme passionné comment, que ce soit dans l'immobilier ou que ce soit dans notre branche, de voir comment les gros joueurs allaient chercher leur clientèle.
Okay. Parce que des fois, on voit des gens, puis surtout à l'époque, tu es intimidé, tu es comme, oh, le gars, il est gros, le gars, il roule, comment il fait? Puis, fait que je passais un petit peu d'un joueur de hockey cocky, qui connaissait tout, qui savait tout, à un banquier, un petit peu vert, entre guillemets, qui n'avait pas peur, d'appeler un courtier immobilier, puis de dire, écoute, je connais ton nom, je te vois partout, ça te tenterait-tu d'aller prendre un café, luncher? Okay. Puis de demander à ces gens-là, écoute, c'est quoi ta recette, qu'est-ce que tu fais? Puis j'ai appris beaucoup de cette façon-là en demandant carrément aux autres. Puis encore aujourd'hui, je le fais, je demande à mes clients. Tu sais, des fois, tout le monde a une recette du succès différente, puis les clients auxquels, tu sais, des clients qui ont beaucoup de succès, ou des clients, même ceux qui commencent, que tu vois qu'ils vont aller loin, c'est pas toute la même recette, c'est pas toute la même méthode qui applique. Puis moi, je me passionne vraiment pour ça. C'est quoi ta recette? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'es rendu de A à B? L'histoire est rarement la même, même s'il y a quand même beaucoup de choses qui sont similaires, évidemment. Là, le travail qui est un de ceux-là, mais c'est là que tu vois la créativité que les gens peuvent avoir. C'est là aussi que tu vois qu'il y a des gens qui vont avoir un créneau différent. Tu sais, on en a parlé un petit peu avant de rentrer sur le podcast. Des gens qui vont être plus cold call, des gens qui vont être plus comme flyers, des gens qui vont être plus médias sociaux. Donc, la recette n'est pas la même pour tout le monde. Puis, moi, ça m'a toujours, encore une fois, je me répète, mais passionné de voir comment quelqu'un est arrivé de A à B. Puis, des fois, on va attribuer une espèce de super pouvoir à ces gens-là. On va être impressionné. Ouais. Puis, en les rencontrant, on se rend compte que c'est des gens comme moi et toi. Des gens qui ont travaillé extrêmement fort, des gens qui ont travaillé sur eux-mêmes, puis des gens qui ont appris, justement, en posant des questions aux autres, à des gens qui étaient peut-être à un niveau qu'eux n'étaient pas encore, mais qui voulaient atteindre. La notoriété, ça peut être intimidant des fois. Définitivement, mais je pense que la plupart des gens qui sont dans cette position-là sont plus que contents de partager. Puis ça, on le voit de plus en plus dans les podcasts, mais tu recules peut-être de 5-10 ans, ces gens-là t'aiment beaucoup moins approcher. Maintenant, c'est rendu pratique courante, puis c'est quelque chose qui est excellent. Mais pour revenir au parcours, bon, j'ai été, comme je te disais tantôt, pas trop s'égarer. J'ai été chez TD, je pense, 8 ou 10 ans. Puis après ça, j'ai reçu une offre d'un compétiteur qui m'a offert un montant d'argent pour changer. Puis c'était pas la meilleure chose parce qu'à l'époque, les cabinets de courtage et courtiers hypothécaires, ça n'avait pas la réputation qu'on avait aujourd'hui. Ouais. Right? C'était un petit peu du prêt B, c'était un petit peu louche. Puis je suis tellement content que ça ait changé aujourd'hui parce que le marché a changé énormément. Puis on pourra en parler un petit peu plus tard. Bien sûr. Alors, j'étais allé travailler pour une autre banque, puis je me suis rendu compte, pour moi, j'avais fait le tour au niveau de prêt résidentiel. Encore une fois, avec mon background, tout ça, j'ai toujours vraiment aimé le volet conseil, le volet, tu sais, quelle valeur je crée pour mon client de façon tangible. Ouais. Right? Et puis, j'enlève rien au résidentiel, puis ces gens-là font un job extraordinaire. La game a tellement changé depuis 10 ans, depuis que j'ai quitté ce domaine-là, puis que je fais que du commercial. Je veux dire, je ne sais même pas si je me risquerais à faire une hypothèque résidentielle. Okay, moment. Tu veux. Je veux dire, tu sais, les produits, tu sais, je veux dire, il faut que tu restes. Dans le domaine financier, il faut toujours que tu restes actuel, il faut toujours que tu sois au courant de qu'est-ce qui se passe, parce que tu deviens obsolète assez vite. Mais tu sais, pour moi, carrément, j'avais une grosse business, j'étais juste tanné d'aller chez les gens, puis je devenais père à l'époque aussi d'une petite fille. Fait que je voulais moins faire de route, surtout le soir, tout ça. Fait que je dis, je vais aller au commercial. Puis j'avais passé mon examen de courtier. Puis je sais pas pourquoi, je me rappelle plus exactement qu'est-ce qui m'a amené là, mais ça m'a tout de suite parlé, de faire des plus gros prêts, au lieu d'aider un client à sauver peut-être 0.10, mais on parlait de centaines de milliers de dollars, des fois des millions dans certains cas. Ouais. Des fois jusqu'à 1% de taux d'intérêt, tu le sais, tu es dans la game d'une banque à l'autre. Ouais. Alors pour moi, ça me parlait beaucoup d'aller jouer dans cette game-là avec les gens d'affaires. C'est un emprunteur un petit peu plus sophistiqué parfois. Exactement. C'est sûr que quand je regarde où Orbis, tout le progrès qu'on a fait comme compagnie puis que j'ai fait personnellement, quand je m'arrête, je me dis wow, c'est vraiment incroyable parce que je me rappelle, ma première année, n'oublie pas, je passe du résidentiel au commercial, les banques me rappelaient même pas. Puis je le dis en toute humilité, mon salaire, j'avais gagné 10 fois moins que l'année d'avant. Puis, quand je y repense, je me dis, shit, t'étais fou de prendre cette décision-là à l'époque. Ouais. Puis ça a été vraiment, du travail, de l'éducation. Il y a plein, le commercial, on le sait, il n'y a pas de cours spécifique pour être un banquier commercial. Donc, le plus de dossiers que tu vois, plus t'es bon. Le plus tu vas. Puis après ça, c'est ton attention au détail.
ton interaction avec le client, le fait que tu veuilles vraiment le servir, trouver des solutions, puis non seulement trouver des solutions, mais trouver des solutions qui vont être un petit peu plus poussées que son banquier. Parce qu'on s'entend qu'on est vraiment dans une game, je me répète, de détails là-dedans. On est dans une game qu'on doit tout contrôler. Que ce soit ton évaluateur, que ce soit ton gars de finances environnementales, tous les intervenants, c'est comme ça que tu arrives à créer beaucoup de valeur quand tu prends vraiment un contrôle d'un dossier en son entièreté. Je pense que les clients se sentent rassurés là-dedans. Mais pour revenir à ça, ça a vraiment été du travail. Ma première année au commercial, j'étais avec un compétiteur parce que j'avais quitté BMO un petit peu en même temps que le président d'Orbis, Teddy Kiris, que tu connais bien. Ouais. Puis Teddy m'avait approché parce que Teddy, on avait joué contre dans le junior, dans le junior majeur. Ouais. Teddy, c'est un gars de hockey? Oui, c'est un gars de hockey aussi. Et on dirait peut-être moins de gens qui le sachent, mais il est très, très... Je savais même pas l'air. Très, très hockey guy. Ouais. Puis, dans l'hypothèque, on a été compétiteurs longtemps. Puis quand je me suis joint à la banque, il travaillait pour cette banque-là. Puis moi, c'est drôle parce qu'on est allé prendre un café, je m'en rappelle. Puis moi, j'ai annoncé que je quittais pour aller dans le courtage hypothécaire. Puis lui, il dit « Ah oui, moi, je pars mon propre cabinet. Ça va s'appeler Orbis. » Et puis, j'avais beaucoup de choses à apprendre. Fait que je suis allé travailler 1 an et demi, 2 ans avec un compétiteur. Puis après, j'ai rappelé Teddy. Puis, à l'époque, je voulais pas être gestionnaire, je voulais pas être vice-président. Je me suis dit, écoute, mon idée, c'était, regarde, Teddy bâtit de quoi? Moi, je vais aller chercher toutes les références du département résidentiel au commercial. Je vais m'engager des analystes, tout ça. J'avais pas la vision de ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était arrivé un petit peu par la banque. Et puis, tranquillement, pas vite, on a grossi. On est rendu avec des bureaux à Québec, en Floride, en Ontario, dans l'Ouest canadien aussi. Fait que, tu sais, il y a eu la pandémie, tout ça, dans le milieu de tout ça, puis on a quand même grandi. Fait qu'aujourd'hui, écoute, on se retrouve avec presque 140 représentants, je pense. C'est pas rien. C'est énorme. Puis on a le vent dans les voiles. Je sais que Teddy investit beaucoup encore. Et puis, comme je te disais auparavant, le brand est rendu plus reconnu, rendu beaucoup plus fort. Fait que j'ai des candidats de qualité qui m'appellent à toutes les semaines. Puis je trouve ça vraiment comme... C'est un honneur d'être rendu là parce que quand je regarde, quand je me vois il y a une dizaine d'années à laisser des messages aux banques, aux commerciales parce que j'ai un dossier pour eux, puis ils me font rappeler, ils me disent « T'es qui toi? » Puis c'est une réalité quand même. Donc, tout le travail que j'ai fait pour me faire un nom, me faire connaître, aller chercher une clientèle, écoute, quand j'y repense, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de mettre son ego de côté. Parce que, au commercial, quand tu es nouveau, tu ne commences pas à faire des dossiers de 25, 30, 40 millions. Là. Tu commences avec les petits dossiers que tes compétiteurs ne veulent pas faire, puis tu montes tranquillement, pas vite. Fait que, tu sais, je trouve ça important parce que même encore aujourd'hui, ça, je m'adresse aux représentants du cabinet. Souvent, j'ai des plus petits dossiers qui sont référés, que ce soit par le volet résidentiel d'Orbis ou par des clients. Et puis, je demande à des représentants des faire. Souvent, ils me disent « Ah non, c'est pas assez payant, quoi que ce soit. » Mais moi, je les fais, ces dossiers-là. Je trouve ça important de rester sharp dans le sens que, si tu fais pas ce dossier-là, quelqu'un d'autre va le faire. Ouais. Ton client va peut-être aller ailleurs. Ouais. Pas juste ça garde humble, ça garde sharp. Ouais. Parce que tu n'es pas au-dessus d'un dossier. Mais c'est pas juste ça, c'est aussi l'impact du client, c'est du bouche à oreille. Exactement. Peut-être que lui, son dossier, c'est peut-être 2 millions, puis moi, je fais juste du 10-15. Mais peut-être qu'il connaît 3-4 personnes qui ont des dossiers de 10-15 millions, puis lui, il avait été sharp avec moi. Absolument. Puis, avec mon rôle maintenant aussi, tranquillement, pas vite, je vais me retirer de faire des dossiers actifs, à part pour certains clients que j'ai déjà toutes les informations de ça, qui est pas... au niveau de la prise d'information qui n'est pas très complexe, qui ne consomme pas beaucoup de temps. Mais je vais toujours rester impliqué, je pense qu'on en a parlé. Je veux rester dans la game. Exemple, je suis un client qui m'envoie un dossier, je ne travaillerai pas seul. Moi, je suis un gros fan aussi, je te l'ai expliqué quand on s'est parlé plus tôt, de travailler en équipe. Ouais. On s'entend qu'on a tous, même si on est des généralistes, on a tous des volets du commercial où on est plus à l'aise. Exemple, ça peut être le multi, ça peut être le commercial, ça peut être des centres d'achat, ça peut être des RPA, on en a parlé tantôt. Fait que moi, le fait d'avoir des représentants ou une équipe qui est proche, qui s'appelle, tous les membres de l'équipe s'appellent quand ils ont des questions, si moi je suis pas en mesure de répondre ou ça, ou de partager des deals ensemble, parce qu'un client qui a 100, 200, 300 portes,
est-ce qu'il va être mieux servi si tu fais un joint venture avec un autre représentant? Moi, je crois que oui. Fait que je suis un gros fan de ça, mais je veux rester impliqué dans les deals. Sinon, quelle valeur je peux apporter, mettons, un gars comme toi? Parce que moi, je dois être le gars qui doit tout savoir. Quand tu m'appelles, tu dis, Joe, j'ai tel dossier, tu l'enverrais où, quoi que ce soit, je dois rester sharp, je dois rester vraiment au courant des tendances du marché, de qui fait quoi. Fait que c'est pour ça que je suis vraiment en pleine transition là-dedans. Puis comme je t'ai dit tantôt, c'est vraiment de mettre dans vos souliers à vous autres, de savoir, moi, comme représentant, qu'est-ce que je voudrais d'un gestionnaire. Ouais. Puis c'est ça que j'essaie de vous offrir. Donc là, tu arrives peut-être dans une crise existentielle où ce que tu fais un autre gros changement, tu sais, hockey, planificateur, courtier, le gestionnaire. Je t'ai entendu plusieurs reprises, même personnellement, dire « Moi, j'ai jamais choisi de vouloir être gestionnaire. » Mais là, tu y arrives par la force des choses. Bien, comment tu... Je te dirais le timing, puis le timing est quelque chose que je crois beaucoup dans la vie, que ce soit avec un client. Ouais. Des fois, un client que ça fonctionne pas, puis quelques années plus tard, ben, tu l'appelles, puis le timing est bon. Ouais. Que ce soit nous deux, on s'est rencontrés il y a comme 3-4 ans. Là, le timing était bon, ben, tu as fait le move, puis tu es content de le faire. Pour ça, il ne faut pas non plus, tu sais, je t'ai jamais mis de pression, je t'ai jamais essayé de oversell. Tu sais, tu savais j'étais où, tu savais qu'est-ce qu'on avait à offrir, puis le timing a fait en sorte qu'on s'est retrouvés. Mais tu sais, si je recule à 7-8 ans, j'avais pas la patience, j'avais pas le... J'aurais vraiment pas fait un bon gestionnaire, tu comprends? Mais depuis, je te dirais, tu sais, 3-4 ans, tu sais, j'ai vieilli. Bon, j'ai 44 ans maintenant. Je suis beaucoup plus... Je ne vais pas employer le mot mature, mais je suis beaucoup plus patient. Je suis moins... pas volatile, mais tu sais, je suis plus réceptif à quelqu'un nouveau, exemple, ou un rep établi qui va m'appeler, qui va me dire écoute, ça fonctionne bien, ça fonctionne pas bien, j'ai fait ça, ou peux-tu m'aider? Tu sais, je suis beaucoup plus réceptif à ça. Puis encore une fois, mais question de maturité, question de timing, moi, en vieillissant, je suis devenu beaucoup plus patient avant ces choses-là. Faire de la gestion, puis travailler avec des gens, on s'entend que oui, il y a le volet business, mais il y a aussi le volet personnel qu'il faut pas négliger. On parle beaucoup, à certains représentants, on est très proches, bon, que ça aille bien dans leur vie familiale ou pas bien. Je pense aussi des fois, quand certains représentants m'appellent, puis ça va plus ou moins à leur goût, bien souvent il y a quelque chose derrière ça. Ouais. Fait que, il y a un côté psychologique à ça, puis c'est normal, on est tous des êtres humains. Et puis, encore une fois, je pense qu'on a eu la discussion, moi et toi, je me vois pas, je suis pas un patron, je suis pas un boss. Puis c'est même le mot gestionnaire, je trouve ça un petit peu inconfortable, parce qu'en réalité, moi je suis une personne qui a un bagage d'expérience, j'ai pas la science infuse, je connais pas tout, je sais qu'est-ce qui a marché pour moi, je sais qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse pour avoir du succès, puis c'est ça un peu que j'essaie de transmettre. Reste que je vais quand même apprendre les représentants et vice-versa. Si quelque chose marche pour toi, que tu essaies, ben, c'est sûr, je vais m'intéresser à ce que tu as fait et je vais essayer de le partager. Effectivement. Fait que c'est vraiment ça. Je me vois plus comme quelqu'un qui accompagne les représentants dans les montagnes russes qui sont un petit peu le domaine de la vente parce que c'est dans le domaine qu'on est. Ouais. On va avoir des super belles semaines puis des semaines où on dirait que la loi de Murphy frappe puis il n'y a rien qui fonctionne. Je veux faire peut-être un petit segue là-dessus. Tu as parlé de difficultés. C'est quoi les difficultés que tu as eues, mettons, dans ton cheminement de carrière? Parce que le domaine du courtage, c'est pas ce que c'était il y a 10 ans. Non. Mais les difficultés, je pense qu'ils sont similaires. Oui. Bien, définitivement. Je pense que surtout au niveau du courtage hypothécaire, si on voit, nous, on va souvent dans des congrès, que ce soit avec des bannières immobilières, que ce soit avec des banques ou quoi que ce soit. Et puis, on voit que le courtage hypothécaire, de plus en plus, chaque année, le pourcentage que les courtiers hypothécaires prennent dans le marché est en hausse. Pourquoi? Bien, il y a plusieurs explications à ça. Premièrement, si je parle au volet résidentiel, à l'époque, on commissionnait les courtiers qui nous envoyaient des dossiers courtiers immobiliers. Là, dans le moment, avant, c'était un pourcentage. Maintenant, c'est rendu un montant fixe. On appelle ça des indications. Et puis, tranquillement, pas vite, moi, je crois que ça va disparaître parce que les banques se trouvent un petit peu à acheter la business. Donc, étant donné que ce programme-là est moins avantageux, donc les courtiers immobiliers ils font moins d'argent en référant directement aux banques, bien souvent ils vont passer par des courtiers. Le marché a changé énormément aussi. Ça prend un bon produit. Depuis qu'il y a eu, encore une fois, sous toute réserve, là, je ne suis pas un spécialiste résidentiel maintenant, mais je sais qu'il y a le taux de qualification, qui est le taux plafond au résidentiel qui a augmenté beaucoup.
Ça fait en sorte qu'il faut trouver des solutions. Donc, les courtiers hypothécaires vont être en mesure de travailler avec des prêteurs alternatifs ou des prêteurs B dans le jargon, qui va faire en sorte que le client va pouvoir acheter sa maison parce qu'il ne qualifie plus dans le A. Donc, on est là parce qu'on apporte des solutions, on apporte tout le book. J'en ai parlé avec toi tantôt. Les banques sont tellement différentes. Ouais. Tellement différentes. Et donc, il y a des banques qui vont avoir un taux exceptionnel, exemple pour un dossier de restaurant, puis une autre banque va dire, ben non, Patrick, on ne fait pas ça des restaurants, nous autres. Tu comprends? Les clauses notre travail à nous, c'est de connaître cette information-là sur le bout de nos doigts, puis travailler avec le bon banquier, parce que c'est pas juste l'institution, c'est vraiment travailler avec le banquier qui va te rappeler, qui va être crédible, qui va te donner une lettre d'intention, mais qui va la livrer aussi. Fait que, tu sais, c'est vraiment... C'est un facteur que le public ou les clients souvent ne voient pas, mais il y a beaucoup plus que juste de trouver une banque, right? Tu trouves la bonne offre, le bon banquier, et puis le travail n'est pas nécessairement fini après. Il est loin de l'être. Ouais. Fait que, tu sais, les difficultés vraiment, c'est de se faire un réseau, puis ce réseau-là, souvent, doit être renouvelé parce que tu peux faire énormément de business avec une banque ou un banquier parce que tu as un service exceptionnel, puis il te fait des exceptions au niveau des taux, puis il te donne vraiment des conditions exceptionnelles pour tes clients, mais à un moment donné, on dirait qu'il y a une durée de vie à ça. Ouais. Le banquier va être rendu moins agressif, il va avoir assez de business, il va être confortable dans son entreprise, il ne donnera plus le niveau de service qu'il donnait avant. Fait qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Il faut que tu le remplaces avec un autre bon banquier. Ouais. Parce que, tu sais, souvent, il y a des clients qui me disent, Jonathan, cette banque-là, non, je ne veux pas faire avec elle. C'est pas la banque le problème, c'est le banquier. Puis c'est la même chose dans le courtage hypothécaire. Oui, ça c'est sûr, trouver son bon staff pour nos dossiers. Exactement. Fait que moi, je suis constamment, puis tu sais, je me fais appeler énormément par les représentants qui ont un dossier, qui veulent des conseils. Bon, aussi que je devrais le placer. Puis souvent, on a des dossiers qui sont pas faciles à travailler, des cas spécifiques. Et puis, bon, il faut trouver des solutions. Puis moi, je dois, tu sais, comme gestionnaire, en guillemets, je dois avoir la solution pour les représentants. Bien sûr. Fait que constamment, je vais essayer de trouver, dans le fond, un meilleur réseau, un meilleur banquier ou quoi que ce soit. Puis je vais aller chercher de l'information sur qui fait quoi. Parce que ça, évidemment, c'est des choses que quand on est au téléphone avec un client, c'est primordial d'avoir cette information-là parce que tu sais tout de suite dans ta tête, OK, le client est là, moi je peux l'amener à telle place, à des meilleures conditions, puis je sais que telle banque, je sais que sa banque ne fera pas ça, mais je sais que telle banque va le faire avec plaisir et à des bonnes conditions. C'est intéressant aussi pour le banquier parce que si le banquier il est responsive, il donne des bonnes conditions, etc., bien là, tous les courtiers de ce cabinet-là, dans le commercial, moi je l'ai vécu à Banque Nationale, tout le monde Sherbis m'appelait, puis c'était comme ça qu'on a fait notre lien. Bien là, c'est intéressant parce que lui, dans le fond, le banquier, il n'a plus besoin de démarcher tant que ça. Exactement. Ça vient tout seul. Mais dans un autre ordre d'idée, je pense que, tu sais, la difficulté, c'était les réseaux, se faire connaître. C'est vraiment par force de travail. Commencer en bas de l'échelle à faire des petits dossiers, monter, faire des événements, aller chercher de la crédibilité. Puis, tu sais, veux pas, à un moment donné, tu gagnes en confiance. Et puis, tu sais, quand tu commences, bien, c'est sûr que tu as un client qui t'appelle avec 500 portes, tu n'es pas à l'aise. Puis, à un moment donné, tu le fais, puis tu deviens à l'aise. Puis, tu sais, c'est comme ça que tu t'améliores. Puis, c'est comme ça que tu vas jouer dans d'autres, peut-être, dans d'autres classes de clients. Mais au bout du compte, comme je te disais tantôt, des petits dossiers de 500 000, je vais les faire juste parce que je suis un peu malade mental à ce niveau-là. J'étais au téléphone avec un client avant de venir, puis tu sais, je pense que c'est un dossier de 400 000, c'est un 5 logements, mais ce dossier est important pour lui. Ah oui. Puis moi, tu sais, ça fait quand même un moment que je le travaille parce que les banques ne veulent pas les faire. Puis je disais au client, il disait, pourquoi c'est long de même, Jonathan? Je dis, tu sais, il me dit, j'ai confiance en toi, tu m'as expliqué que le démarchage allait être long. Puis j'ai dit, écoute, les banques, s'ils ont le choix de faire un dossier de 4 millions, de 450 000, quel dossier ils vont prendre? Ouais. Tu sais, c'est pas mal le même travail. C'est de même. Mais tu sais, c'est plus fort que moi. Ah oui, mais il faut le faire, il faut aider les clients. Il n'aurait pas fallu que je réponde au téléphone. Mais tu sais, c'est vraiment, moi je suis comme ça. C'est pas tout le monde qui est comme ça, mais moi je suis quelqu'un que, tu sais, oui, j'ai fait ce métier-là par la bande, un petit peu par, tu sais, la vie que j'avais, les gens que j'avais, le réseau que j'avais. Et puis, tu sais, reste que j'adore ce que je fais. Right? Je vois vraiment ça comme, tu sais, on est dans la vente, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas avoir honte de ça. Puis notre produit, c'est des prêts. Ouais. Donc les gens nous appellent, bien souvent, il va y avoir un problème, une problématique, quelque chose qui n'est pas optimal avec leur institution, puis c'est à nous autres de le trouver. C'est à nous autres de créer cette valeur-là. Le challenge, vraiment, si je peux faire ça comme en short and sweet, c'est vraiment, ben écoute, de se faire un nom, parce que c'est une jungle, right? Il y a des compétiteurs, il y a de se faire connaître.
Ensuite de ça, il y a le fameux pricing. Tu sais, quand on fait des hypothèques résidentielles, les banques nous paient. On n'a pas ce volet-là. Au commercial, il y a certaines banques qui peuvent nous payer dans le multilogement, mais la plupart du temps, c'est ton client qui te paie. Comment tu positionnes tes honoraires? Comment tu charges principalement versus la valeur que tu apportes dans le dossier. Tu sais, ça, c'est un petit peu un art de trouver un petit peu le sweet spot. Parce que tu veux pas, tu veux gagner ta vie, évidemment. Tu veux pas être une espèce de Walmart non plus, puis d'avoir tous les dossiers qui sont pas payants. Mais en même temps, tu veux pas charger trop pour que le client, ben, quand il arrive au notaire, il n'ait pas une bonne opinion de toi. Fait que ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Puis c'est quelque chose, bon, qui peut coûter très cher quand tu n'as pas de support. Donc ça c'était un challenge, évidemment. Ouais. Puis après ça, ben, c'est de vraiment devenir un bon généraliste, d'aller chercher des connaissances dans tout. Tu sais, exemple, un RPA, il n'y en a pas énormément sur le marché des résidences personnes âgées, mais tu dois quand même savoir, tu dois connaître sur le bout de tes doigts les règlements SCHL, comment soumettre un dossier, c'est quoi les critères, comment packager un deal aussi. Puis tu parlais aussi d'avoir tu sais, quand tu travailles à la Banque nationale, mais c'est, tu sais, moi, quand je rencontre un bon banquier, comme toi à l'époque, quand tu étais chez BNC, je suis sûr qu'on a eu la discussion. Parce que c'est quand tu en attrapes un bon, puis quand tu vois que tu as des conditions incroyables, puis que cette personne-là, ce banquier-là, va t'aider à créer de la valeur dans ta business pour tes clients, pour toi aussi, il faut que tu en prennes soin. Il ne faut pas que tu présentes des dossiers tout croche. Il ne faut pas que tu sois tu sais, des cowboys dans l'industrie. Fait que moi, souvent, je vais te dire au banquier, écoute, j'aime vraiment la façon du travail. On a un gros volume d'affaires. Puis, tu sais, les dossiers qui fit dans ta case, ben ça va me faire plaisir de les envoyer si, évidemment, tu as la meilleure soumission dans le marché. Comment, moi, je peux t'aider à faciliter ton travail? Comment je peux faire en sorte que tu me reviennes plus rapidement avec une proposition? Quel document tu as besoin? Tu comprends? Parce que ça va pas être... Tu sais, c'est similaire d'une banque à l'autre, mais c'est pas la même chose à 100%. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Si moi, je facilite ta tâche, ben je m'attends en retour à ce que, évidemment, ben, tu me reviennes plus rapidement, puis, tu sais, ainsi de suite. Donc, je pense que c'est bon aussi. Chaque banque, chaque banquier a sa méthode de travailler. Donc, moi, j'ai pas comment je pourrais dire ça? Si on dit non, nous autres, on est Orbis, tu vas faire mon dossier. Non, c'est pas ça. C'est comment je peux t'aider à ce que tu me reviennes plus rapidement. Parce que le temps, c'est important. Même si au commercial, tout est plus slow. Oui, j'allais justement en venir à ça. Reste que la façon qu'un dossier commence, souvent, c'est la façon qu'il va finir. Fait que s'il commence tout croche, il va finir tout croche souvent. Fait que c'est pour ça que c'est important de prendre le temps avec le client, d'aller chercher l'information, de poser les bonnes questions. Demander au client, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient accrocher, que ce soit ton crédit, que ce soit ton historique de passé, que ce soit tes états financiers. T'sais, il faut vraiment aller chercher cette information-là. Puis, dire au banquier, qu'est-ce qui fait en sorte que ce client-là, il est bon? Qu'est-ce qui fait en sorte, dans le dossier, qui pourrait peut-être affaiblir le dossier? Puis comment je mitige ces points-là? Puis on a parlé tout à l'heure, c'est ça, le délai, puis la relation avec les banquiers, mais on a parlé aussi de changement d'industrie. Là, en ce moment, là, depuis la COVID, tout est plus pareil. Là. Il y a des programmes qui changent, il y a un influx sur le marché de courtiers, c'est popularisé par des vidéos, etc. Peux-tu me parler un peu des changements qu'on a eus? Puis, tu sais, je voulais toucher aussi la SCHL, qui est un gros contributeur là, au commercial pour pouvoir faire du financement multirésidentiel. Tu peux-tu faire un petit segue, mettons, là-dessus? Oui, 100%. Bien, écoute, je pense que le métier de courtier hypothécaire a été démocratisé carrément. Comme je te dis, si on recule 10-15 ans auparavant, c'était pas le domaine qui avait la meilleure réputation. Maintenant, je pense que les gens connaissent la valeur. Je pense qu'il y a vraiment des professionnels. Il y a des gros banquiers qui sont devenus courtiers. Puis pourquoi qu'on y pense, c'est que j'ai travaillé pour les banques, tu as travaillé pour les banques. Quand tu travailles pour une banque, tu as un produit. Si ton produit ne fit pas ou si la banque ne veut pas faire ça, ben tu dis quoi au client? Je ne peux pas faire le dossier. Quand tu es courtier, la beauté de la chose, c'est que tu peux trouver une solution. À moins vraiment qu'il n'y en a pas, ce qui est très rare. Tu peux aller, tu sais, comme on expliquait, les banques sont différentes. J'ai pris le dossier d'un restaurant tantôt, il y a des banques qui vont le faire. La plupart des banques ne vont pas le faire. Il y a plein d'exemples comme ça, des hôtels ou du Airbnb. Et puis les taux vont être extrêmement différents, même dans le multilogement. Fait que c'est trouver la bonne banque. Je veux dire, pas plus tard qu'hier, il y a des banques qui cotaient du CMB plus 110, puis il y a une banque qui a fini à CMB plus 70. C'est une bonne... C'est 40 points, c'est 0,40. C'est presque un demi% de différence. Pour un prêt de plusieurs millions de dollars,
C'est énorme. Ouais. Tu comprends? Fait que, tu sais, je m'égare un petit peu là-dedans, mais je veux dire, c'est le nerf de la guerre est vraiment là. Au niveau de la SCHL aussi. Exact, ouais. Ouais, tu voulais en parler tantôt. Bon, pendant la pandémie, on a mis en place là, le programme APH Select, qui est un programme qui était vraiment... Il y a eu plus de succès, je pense, que la SCHL croyait. Pourtant, je dirais, tu as plus d'argent, un amortissement qui est plus long. Et puis, il y a eu plein de restrictions aussi pendant la pandémie au niveau des gens qui allaient chercher de l'équité, qui refinançaient avec la SCHL. Right? Donc, tu ne pouvais pas faire ce que tu voulais avec ton argent. Tu devais faire de l'immobilier ou améliorer ton parc locatif. Fait que ça, c'est très restrictif. À un moment donné, la SCHL ne remboursait plus les prêts privés. Donc, un client qui achetait ou qui optimisait un immeuble avec un prêt privé, ben, il devait être pris avec son prêt privé ou avec une banque pendant 24 mois, ce qui était comme vraiment restrictif. Ça n'a vraiment pas aidé le marché. Dernièrement, la SCHL a beaucoup assoupli ces règlements-là. Maintenant, elle repaie les prêts privés. Il y a eu un petit changement au programme APH Select qui a amené un flux de dossiers considérable. Ouais. Il faut comprendre qu'il y a 3 volets. Je ne veux pas rentrer dans les pourcentages. Il y a le volet abordabilité, qui est vraiment ce que la SCHL pousse. C'est quoi l'abordabilité? C'est d'avoir un certain pourcentage de logements abordables. Right? Ouais. Selon la ville, bon, exactement. Le loyer moyen. Le loyer moyen va changer selon la ville. Ouais. Ensuite de ça, il y a le volet efficacité énergétique. Okay? Troisième volet est accessibilité. Ce qui est arrivé, c'est qu'au début, les gens allaient dans l'abordable, beaucoup. Right? Parce que, évidemment, le programme est nouveau, les gens connaissaient moins ça. On s'est rendu compte qu'on pouvait faire le travail juste en efficacité énergétique, en dépêchant un ingénieur, et puis on pouvait avoir assez de points pour qualifier dans le programme sans sacrifier des unités dans l'abordable. Ouais. Ce qui a fait en sorte que les dossiers étaient soumis de plus en plus juste efficacité énergétique tout le temps. Donc, ça faisait en sorte que la SCHL ne rencontrait pas son objectif qui est de fournir des logements abordables à la population, right? Parce que c'est ça l'objectif de la SCHL, c'est de fournir du logement. Donc, devant les chiffres, donc on s'entend que c'est surtout les courtiers, le travail des courtiers et les clients. C'est sûr que dernièrement, quand un client disait, je dis, ben non, on va aller dans l'efficacité énergétique, la SCHL s'est rendu compte de ça. Donc, a vraiment rendu le volet, pas mis la hache, mais a rendu il a fait en sorte que si tu veux faire l'efficacité énergétique, c'est correct, mais tu dois combiner avec un autre volet maintenant. Ouais. Donc, c'est ça les gros changements, je te dirais. Puis si on pourra rentrer dans les pourcentages, dans vraiment le concret, peut-être dans une autre podcast, ça me ferait plaisir, mais vraiment, à part les différences majeures d'une banque à l'autre, dépendamment du produit recherché, et puis évidemment des programmes SCHL, ça fait quand même beaucoup d'informations à connaître. Ouais. Mais écoute, moi, c'est mon travail à moi de mais c'est ça, c'est là la valeur ajoutée aussi du courtier parce que les programmes changent tout le temps, les taux changent tout le temps, les classes d'actifs qu'un certain prêteur va accepter ou même des fois avoir de la tolérance pour changent tout le temps. Puis là, dans le moment, il y a eu un flux de dossiers énorme parce qu'on avait jusqu'au 19 juin pour soumettre les anciens dossiers sous l'ancien volet efficacité énergétique. Donc, ça l'a amené beaucoup. L'année dernière, la SCHL avait fait des changements. Ils avaient donné 1 mois ou 2, je pense, pour soumettre nos dossiers. Cette année, ça a été 2 semaines. Ils ont coupé ça très court. Donc, ça a apporté une charge de travail énorme. Il y a eu beaucoup de dossiers qui ont été présentés. Donc, dans le moment, puis l'été, surtout en général, la majorité des banques ne sont pas agressifs. La majorité des banques ont carrément fermé les valves. Fait que c'est un marché qui est difficile à naviguer. Fait que c'est dur pour les courtiers, pour les clients, ça doit être encore beaucoup plus difficile. Parce que, écoute, même un deal de 3, 4, 5 millions, le banquier va dire, écoute, j'ai plus de pricing, même mon gestionnaire m'a dit que c'est terminé. L'appétit est moins là. Au mois de septembre, octobre. Ouais. Oui, parce que les banques ont fait leurs objectifs, puis on le sait tous que l'année fiscale de la banque recommence le 1er novembre. Donc, c'est sûr que là, les objectifs recommencent à zéro. Ouais. Mais là, dans le moment, c'est une période où les prêts sont beaucoup plus difficiles d'obtenir du service, d'obtenir des bonnes offres. Reste qu'on fait le travail quand même, mais c'est plus démarchage, c'est plus long. Tu abordes un point important quand même, l'appétit du prêteur. Oui. Là, je ne sais pas ta connaissance au niveau commercial multi-res, mais peux-tu parler des enveloppes que les banques ont en début d'année? Écoute, c'est une bonne question parce que c'est pas quelque chose qui est nécessairement communiqué, mais souvent quand on parle
exemple d'édifice à bureau qui est vraiment pas populaire dans le moment. Ouais. Là, dans ce cas-là, tu as un édifice à bureau, puis si la banque ne veut pas le faire, mais souvent, je ne veux pas nommer la banque, mais je me suis fait dire, écoute, Jonathan, j'ai une enveloppe de juste 40 millions dans le bureau cette année, ce qui n'est rien. Fait qu'écoute, je vais passer sur ton deal. Fait que, tu sais, mais au niveau multi, tout ça, est-ce qu'il y a des enveloppes? Je ne connais pas les objectifs directement des banques, puis aussi ses objectifs personnels, chaque banquier. Parce qu'un banquier va peut-être te dire, moi, je ne prends plus de deal cette année, parce que mon gestionnaire ne veut pas, parce que j'ai comme 100 deals dans le pipeline. Il ne faut pas oublier qu'un banquier, bon, il y a le fait que même si le courtier va faire le travail, va présenter le dossier, tout ça, ben à la fin de la journée, il faut qu'il y ait un département de closing, qu'on appelle, là, ou de conformité, qui vont regarder la conformité, puis eux, ils vont envoyer les instructions au notaire. Mais quand une banque a beaucoup de dossiers, je me rappelle une période, il y a quelques années, ça prenait jusqu'à 5 mois pour la banque des caisses. Fait que, tu sais, ça, c'est toutes des choses qu'on doit connaître et qu'on doit expliquer aux clients pour gérer les attentes aussi. Parce que des fois, tu as le choix. Cette banque-là va me donner le meilleur taux. Par contre, il faut que tu t'attendes à avoir un délai de 2-3 mois pour ton closing au notaire. Penses-tu qu'avec toutes ces affaires-là, le programme en péage, les taux, etc., ben tiens, voyons, touchons donc un petit peu les taux d'intérêt. Comment tu vois les taux d'intérêt en ce moment impacter le marché? Écoute, dernièrement, le CMB avait baissé. Là, dans les derniers jours, il y a eu quelques petites hausses. Et puis là, aujourd'hui, ça a baissé, je pense, d'une quinzaine de points. Nous, on travaille beaucoup avec le CMB, là, qui est le coût des obligations hypothécaires canadiennes. Et puis, chaque banque a son propre coût des fonds, qui est de l'information à l'interne, qui diffère de la banque. Bon, je pense que tu as connu ça aussi pour les banques. Donc, il y a différents types de funding, ou si je peux me permettre l'expression. Là. Des banques qui vont prêter sur le COF, Cost of Funds, il y en a d'autres qui vont prêter sur le CMB. Puis, il y a des banques qui vont offrir les deux produits. Il y a les swaps aussi, on peut rentrer là-dedans. Tu étais probablement familier avec ça à la Banque nationale. Mais bon, il y a plusieurs produits disponibles pour le client. Puis, écoute, dans le moment, je pense que depuis l'annonce de la Banque du Canada qui a baissé de 0,25, c'est pas énorme, on s'entend, avec les hausses qu'il y a eu dernièrement. Mais il y a eu quelques belles baisses au niveau du CMB. Mais on dirait que juste mentalement, ça fait une différence dans le marché. Ça fait en sorte que ça a amené un vent de fraîcheur, les gens sont plus actifs. Puis je pense que s'il y a une autre baisse, on attend une baisse justement début juillet. Toi, ton call, ça serait une baisse? Ben, je le souhaite parce que, écoute, c'est sûr que ça a un impact dans notre clientèle. Mais vraiment, tu sais, quand on regarde ça aussi, est-ce que on va revoir les niveaux de taux d'intérêt, mettons, de 1,5 à l'époque pour des prêts qualifiés? Puis est-ce que c'était bon, ces taux-là aussi, quand tu te questionnes? Parce que les gens payaient beaucoup trop cher pour leurs immeubles. Parce que, bon, on s'entend au commercial, si l'immeuble se qualifie selon ses revenus, ses dépenses, le taux d'intérêt a un impact majeur là-dedans. Par contre, ça venait un petit peu doper le pouvoir d'achat d'un immeuble X, puis les gens se retrouvaient à payer trop cher. Je pense que là, on revient avec du data, avec des normes qui sont beaucoup plus saines pour le marché. Ceci étant dit, est-ce qu'on pourrait prendre une baisse d'un demi ou 1%? Oui, absolument. Il y a eu une évolution de comment faire de la business au commercial. Puis là, je veux parler de balance de prix de vente, qui est une option là, que au début, parle-moi-en pas parce que puis là, les vendeurs commencent à réaliser que peut-être qu'il faut qu'ils mettent ça dans son option. La SCHL n'en veut pas. Ça, c'est un non catégorique, d'accord? Si on prend un dossier multilogement, si on prend un dossier commercial ou un multilogement dans le conventionnel, ben, je te dirais que oui, effectivement, on en voit de plus en plus. Par contre, il faut comprendre que une balance de vente, c'est un prêt, right? Donc, faut que tu rentres ça dans ton dossier. Donc, la question à te poser, ça va être quoi les conditions que le vendeur me fait? C'est quoi le taux d'intérêt? Et puis ça, ben, il faut que tu en parles au banquier. Tu sais, le lien va être là pour combien de temps? Puis, il faut que tu fasses des projections. Comment je vais repayer ce lien-là? Tu ne veux pas que ton client soit dans le trouble non plus. Il faut une question qui est importante à poser à ton client. Comment tu vas créer assez de valeur? Tu sais, exemple, c'est une balance de vente de 2 ans. Est-ce que si tes loyers sont en dessous du marché, c'est quoi ta stratégie pour justement les mettre au marché pour être en mesure de refinancer? Puis aussi, est-ce que le client il a la mise de fonds? Parce que si moi, je veux m'acheter un immeuble, j'ai pas d'argent, puis je dis pas grave, le vendeur va me faire une balance de vente. Toi, comme banquier, est-ce que tu vas prêter dans cette situation-là? Non. Pas de skin. Parce que pas de skin in the game, c'est ça que tu allais dire, mais effectivement. Fait que le client doit quand même avoir la mise de fonds, ça doit être un complément. C'est un outil qui peut être exceptionnel dans un dossier à balance de vente. Par contre, ça prend le bon client. Il faut quand même que tu aies une valeur nette puis de l'expérience nécessaire justement pour démontrer à ton prêteur que tu ne vas pas être dans le trouble. Parce qu'il ne faut pas oublier que si je ne paye pas ma balance de vente, mais le vendeur va reprendre l'immeuble. Exactement. Fait que c'est un produit qui peut être exceptionnel pour des investisseurs immobiliers en croissance.
mais qui peut être quand même relativement dangereux si l'horizon est à court terme pour quelqu'un qui n'a pas de stratégie, qui n'a pas d'expérience. Là, on a parlé de avant, on a parlé de maintenant. J'aimerais ça que tu me parles peut-être, puis selon toi, puis sous toute réserve, c'est quoi le futur pour Orbis, mettons? Bien, le futur, puis j'en parlais tantôt, moi je suis tellement comme excité par le futur puis ce qui s'en vient. Tu sais, on a ouvert un bureau à Québec il y a quelques années. On est en Floride maintenant, officiellement. Nice. On est dans l'Ouest canadien. On est à Ottawa. Fait que vraiment, tu sais, c'est vraiment ma vision quand j'ai commencé, c'est que je veux juste je veux des excellents banquiers dans l'équipe. Right? Je veux qu'on se démarque par notre créativité, par notre attention au détail et puis par l'expérience qu'on a dans l'équipe. Je te dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont un petit peu plus verts. Par contre, il y a vraiment un minimum requis. Je veux aller chercher le plus possible des excellents banquiers. Puis dernièrement, j'ai eu la chance d'engager vraiment des gens qui étaient les meilleurs dans leur banque, qui avaient une quinzaine d'années d'expérience, des gens qui étaient prêteurs en gestion privée de banque avec une grosse clientèle établie, qui amènent beaucoup de leadership, qui amènent beaucoup de crédibilité au département commercial, encore une fois. Fait que, tu sais, avec ce que je vois dans le marché, avec le brand qui est de plus en plus connu, et puis au mois de mai, en plus, j'ai eu la chance de gagner un honneur qui est personnel. Félicitations. Qui a un prix, merci, qui est le meilleur broker au Canada dans le niveau commercial. Je vois ça vraiment comme, puis c'est cheesy un peu ce que je veux dire, mais pour moi, c'est un prix d'équipe. C'est pas juste mon travail à moi. Ouais. Et puis, je veux vraiment. Est-ce que je veux utiliser ça? Oui, 100%, mais pour justement faire rayonner Orbis, pas pour faire rayonner Jonathan Gagnon. Ouais. Je suis vraiment. Je peux pas dire que j'ai jamais été cette personne-là, mais là, je le suis plus du tout. C'est vraiment. L'attention, je veux que ce soit avec les représentants. Moi, je vais utiliser ça pour vous aider à amener votre business à un autre niveau, vous aider à recruter peut-être des membres pour vous partir des équipes, vous autres. Mais vraiment, j'adore où on est Orbis. On a vraiment. C'est un excellent moment pour nous parce qu'on dirait que les choses sont de plus en plus faciles. Right? On dirait qu'on est en train de récolter tous les efforts, toutes les graines qu'on a semées. Ouais. On dirait qu'on est en train de passer à la récolte, puis c'est un bon feeling. C'est vraiment incroyable comme feeling parce que comme quand je t'ai dit, je connais les loves de mes compétiteurs, tout ça, puis je respecte beaucoup, j'ai pas aucun ennemi là-dedans, puis encore une fois, je m'inspire des compétiteurs pour certaines choses. Moi, la raison pourquoi j'ai adhéré à Orbis, c'est parce que je trouvais que c'était la meilleure offre de service. Et puis maintenant, avec la croissance qu'on a eue, si je regarde le nombre de représentants, et puis, year over year, comment on croit les moves que l'entreprise fait, comme d'aller en Floride, c'est énorme. On sait qu'il y a beaucoup de clients québécois là-bas. Ouais. De commencer à être en Ontario, d'être à Québec, d'être dans des marchés comme ça, ouais. Je veux dire, je trouve ça incroyable. Ouais. Si tu recules 5 ans, je ne me voyais pas là du tout. Puis vraiment, moi, personnellement, ma philosophie, c'est sûr que c'est de croître. On est dans une game de volume, mais je veux croître avec la qualité, avec des individus pour qui le travail d'équipe va être important, qui vont être des leaders positifs. Je veux pas de leaders toxiques dans l'équipe, même si on parle de quelqu'un qui est une superstar. Puis c'est peut-être un problème avec lequel je vais avoir un délai plus tard, c'est sûr, parce que là, on grandit. Comme je te dis, on est rendu plus que 20 dans le département. Ouais. Mais à date, il y a quand même un esprit de famille, les gens s'entendent bien, les gens ouais. communiquent. On a des chats, l'entraide, c'est le fun. Parce que je pense vraiment que la force d'un cabinet hypothécaire aussi, puis ce que je voulais en venir tantôt, c'est vraiment, j'essaie vraiment de nous voir, oui, on est des courtiers hypothécaires, mais et où notre plus-value avec le client? Je pense vraiment que notre réseau nous donne une force incroyable. Ouais. Quand tu es 140 représentants et plus, tu as un client qui recherche un partenaire parce qu'il y a un terrain à développer, tu comprends? Ouais. Tu as un client qui recherche, je sais pas moi, un notaire, un client qui recherche le meilleur gars d'assurance à Montréal, tu comprends? Ben, on est un réseau, puis on peut offrir ça. Fait qu'il y a énormément de valeur à créer en étant autant si on utilise la force de ce réseau-là. Fait que je trouve ça... je trouve que ce qu'on a accompli avec ce qu'on avait pendant les 2, 3, 4 ans de pandémie, puis dans la dernière année, écoute, c'est vraiment là, c'est un bon moment pour joindre, je trouve, vraiment. Ouais. Ouais. Puis ça, c'est pour Orbis. Puis qu'est-ce que tu penses que le marché, prochainement, mettons ton forward dans les 6 prochains mois, 1 an,
Là, bon, il y a le changement de la PH Select avec le pointage. Tu penses que le marché... J'en parle souvent de la PH Select parce que, écoute, il y a plein de monde qui ne mangerait pas si le programme ne serait pas là, by the way. Là. Qu'est-ce que tu penses que ça va aller? Honnêtement, moi, je pense qu'il va y avoir plus de transactions parce que, tu sais, dernièrement, c'est drôle parce que quand la SCHL a sorti le nouveau communiqué, tu sais, avant de passer là, les nouveaux règlements le 19, ben c'était juste le 18 à minuit, le 19, on s'entend. Tu sais, j'ai lu le communiqué. Puis, tu sais, il y a d'autres changements qui sont sortis que peut-être qu'on touchera plus tard, mais tu sais, en gros, ce qui impactait les clients, on en a parlé. Ouais. Puis moi, je me suis dit dans ma tête, je me suis dit, damn, tu sais, les 4 dernières années, on a fait énormément de business avec toute cette restriction-là. Ouais. On s'entend qu'un client qui refinançait ne pouvait pas aller chercher un bateau ou une Ferrari ou peu importe, ou un chalet. Il fallait qu'il réinvestisse dans l'immobilier, tu signes un papier en temps. Maintenant, ça, c'est terminé. Tu sais, fait juste ça. Puis le fait que, bon, l'économie semble mieux aller. Bon, l'inflation, peut-être ce mois-ci, ça n'a pas baissé comme on voulait, mais tu sais, on dirait qu'il y a comme un vent de positivisme. Ouais. Puis moi, je me dis, si on est capable de faire quand même beaucoup d'affaires pendant cette période-là, je pense juste que ça va aller mieux. Je parle au niveau du courtage hypothécaire. Donc, tu as beaucoup de feu vert, dans le fond. Absolument, oui. Ben, je suis un éternel optimiste. Peut-être c'est ça, mais je me dis, tu sais, si on était capable de tirer notre épingle du jeu dans ce marché-là, ben, je vois pas pourquoi on pourrait pas faire comme encore beaucoup mieux dans le marché à venir. Écoute, super belle parole tout au long là, du podcast. Merci. Je sais qu'on pourrait parler encore pendant longtemps, mais il y a quand même beaucoup de matière qui a été donnée sans le vouloir. Mais au moins, les gens peuvent avoir une idée de tes équipes et tout ça. Puis je pense que c'était ça le but aujourd'hui, de présenter le cabinet, puis faire les annonces, etc. Avant, mettons qu'on wrap ça, t'aurais-tu un message pour la jeunesse, pour les gens d'affaires, pour les gens qui ne connaissent pas le cabinet Orbis, un shout-out, peu importe? Ben écoute, c'est un peu cheesy, mais moi, ce qui m'a vraiment rendu où je suis aujourd'hui, c'était de faire des choses que j'avais pas envie de faire. Des choses difficiles. C'est quand l'alarme sonne le matin puis notre petite voix nous dit « Non, lève-toi pas, dors encore 15 minutes ». Ben, c'est arrivé à essayer de dompter cette petite voix-là puis de le faire. Quand ça ne tente pas d'appeler un client, la procrastination, ces choses-là. Vraiment, puis je pense que la croissance personnelle, puis encore une fois, je veux pas sonner comme un gourou, whatever, ou quelqu'un de condescendant ou de meilleur que les autres, c'est vraiment pas le message que je veux donner, mais c'est vraiment le meilleur conseil que je peux donner. Si vous avez une passion ou quoi que ce soit, vous voulez être bon, vous voulez exceller, bien, vous devez faire les choses que les autres, vos compétiteurs, ne veulent pas. C'est un très beau message. Merci Joe d'être venu. Pat. Écoute, c'est un plaisir, puis j'aimerais ça que tu reviennes à un certain moment donné, peut-être plus tard, là, pour voir comment le changement de la PH a changé. On va faire un reverse, on va parler de toi puis de ta business. Ouais. Ça va. C'est pas moi la star pour le moment, mais merci d'être venu. Plaisir. Puis écoute, évidemment, là, j'ai très hâte qu'on collabore ensemble, qu'on fasse des beaux dossiers ensemble, etc. Je regrette déjà pas mon choix, puis écoute, je pense qu'on va faire de la belle business ensemble. Super content de t'avoir on board. Merci. Merci, Pat. C'était l'épisode avec Jonathan Gagnon. Merci beaucoup pour le visionnement puis beaucoup d'amour que j'ai reçu pour le premier vidéo, le premier podcast avec Guy Michaeli. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un bon podcast. C'est quelqu'un qui est un DJ, un entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir Jonathan Gagnon dans mon studio. Si jamais vous avez des entrepreneurs ou vous connaissez quelqu'un qui a une belle histoire à raconter, puis ça peut être un professionnel du monde des affaires, écrivez-moi à capitalcentral.ca. L'adresse courriel, c'est info@capitalcentral.ca ou vous pouvez tout simplement faire un commentaire dans le chat box en bas. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Au revoir. Filter that down. Change the pattern a bit. I think we need a ride symbol.